ils sont ici au Congrès pour une conférence qui a trait à la chirurgie du glaucome. Vous aurez ici les présentations du professeur André Mermoud, qui est le chef d'équipe. Vous aurez la présentation de Leandro, la présentation d'Enrico et toute l'équipe suisse et italienne présente ici est émerveillée par la qualité de nos hôpitaux, le plateau technique du CHU. Et cette équipe est également émerveillée par la présence de nombreux ophtalmologistes et des infirmiers spécialisés en ophtalmologie dans la salle. Et certainement sera émerveillée par la qualité, la quantité des questions et l'attention de tous. Ils ont opéré 153 glaucomateux au CHU de Yaoundé en 4 jours. Le 153e. Ils ont formé à la sclérectomie profonde pénétrante 10 ophtalmologistes camerounais. Et pour cela, je demande une ovation, un standing ovation, si possible. Un standing ovation pour cette équipe. Et qui est prête à revenir? Merci. 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 Nous allons passer la parole au premier orateur, qui est professeur André Mermoud. Moi, je voulais juste introduire pour d'abord remercier pour cette extraordinaire invitation que nous avons eue de la part du CHU de Yaoundé, qui nous a permis ensemble de réaliser cette séance de teaching et de pouvoir opérer 153 patients. Il y avait entre 400 et 600 personnes qui sont venues au screening et qui auraient dû être opérées. Malheureusement, nous avons été limités par le temps et par les journées n'avaient que 24 heures. Mais on aurait pu en opérer encore plus. C'est vrai que le glaucome est une maladie très prévalente au Cameroun. Et la plupart des patients que nous avons reçus avaient déjà perdu un œil et venaient avec un seul œil, et souvent avec des visions extrêmement faibles, parfois mouvement de la main. Et c'est vrai que c'est une maladie qu'on peut soigner. Pendant longtemps, on a pensé que le glaucome, ça ne s'opérait pas ou c'était dangereux de l'opérer. Et je pense que ce n'est pas vrai. On peut opérer ces patients. On a beaucoup plus de chances à leur offrir un reste de vie avec de la vision en les opérant qu'en les traitant avec des gouttes. Comme vous savez que les gouttes, ils ne les mettent pas souvent et pas longtemps. Donc on va vous présenter les différents types de chirurgie que l'on peut offrir aux glaucomateux. La première, bien sûr, c'est la trabéculectomie, qui est la plus ancienne. Elle a maintenant plus de 60 ans. Et puis on passera à la sclérectomie et au tube, ainsi que dans les MIGS, qui sont donc les minimally invasive glaucoma surgeries. On va également en toucher un mot. On commence avec Dr Leandro avec la trabéculectomie. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à ce congrès. Merci pour la présence. Merci au professeur Ebalé qui nous a accueillis très très bien. Et merci au professeur Gilles, le chef du service, qui nous a accueillis très très bien dans le service à l'hôpital. Alors, ça c'est une photo d'une trabéculectomie. En fait, nous, c'est que le glaucome, il a différents facteurs de risque, mais le seul facteur de risque sur lequel on peut intervenir, c'est la pression intraoculaire. Le premier choix des traitements, selon les guidelines britanniques, c'est le traitement médical. Et vu qu'ici, le thème est la surface oculaire, le traitement médical, beaucoup de fois, va abîmer la surface oculaire et l'équilibre entre la cornée et les larmes qui altèrent en fait la surface optique. Beaucoup de fois, le traitement médical n'est pas assez efficace et on doit passer à la chirurgie pour obtenir des pressions assez basses pour garder un état du nerf optique qui permet d'avoir une vision.
une des premières techniques, mais pas la première, mais la plus utilisée jusqu'à quelques temps en avant, c'est la trabéculectomie qui était décrite dans les 1960 par Carnes. Et ça, en fait, c'est une technique où c'est prévu de faire de créer une fistule où il y a le trabéculum, entre le trabéculum et la cornée, qui permet en fait un drainage de l'humeur aqueuse. La première fois, cette technique s'était faite à travers seulement une fistule en entier. Mais après, c'était vu que la pression qui ne dérivait était trop basse. Alors, le docteur Kyles, dans 1960, a eu l'idée, en fait, de développer un flap qui permettait de donner une résistance au drainage de l'humeur aqueuse. En fait, ici, on crée un flap, et après on fait une fistule, et on va suturer les flaps qui nous permettent d'avoir une résistance. Cette technique, selon les guidelines britanniques, c'est la première choix, c'est le gold standard dans le traitement chirurgical du glaucome. C'est une chose qui n'est pas vraiment actuelle parce que plutôt on pourrait indiquer la première choix comme chirurgie filtrante, parce qu'on a autre type de chirurgie comme la sclérectomie profonde pas pénétrante ou la sclérectomie profonde pénétrante. La dernière a été appliquée sur les 153 patients ici, et on va vous montrer en bref en vidéo. Alors en fait, ça c'est une représentation comme la trabéculectomie marche. On a créé 7 fistules au niveau de la sclère après avoir fait un flap d'environ moitié de l'épaisseur de la sclère. Après, bien sûr, on va faire une iridectomie parce qu'on a un prolapse irien et on va avoir un bloc pupillaire permanent si on ne fait pas une iridectomie. Et après, toute l'eau vient être drainée sous la conjonctive où on a la bulle de filtration sous-conjonctivale et c'est toute là que la résorption de l'humeur aqueuse a lieu. Donc, ça c'est le mécanisme de la trabéculectomie, c'est créer une bulle de filtration sous-conjonctivale pour avoir la résorption de l'humeur aqueuse à travers les veines et les lymphatiques dans la conjonctive. Alors, en fait, la trabéculectomie, c'est aussi lié à des complications qui sont en fait en relation avec l'hypotonie parce qu'on crée une fistule, donc là il va perdre beaucoup d'humeur aqueuse. On peut avoir, surtout dans les périodes post-opératoires, les premières semaines, on peut avoir une pression qui est très très basse. En fait, nous, on n'opère pas les gens, on n'a pas sélectionné dans cette campagne les gens qui n'ont pas de perception lumineuse. On a opéré des gens qui ont seulement la perception lumineuse parce que même garder une perception lumineuse est importante dans les rythmes circadiens, mais les gens qui n'ont pas perception lumineuse n'ont pas d'avantage à être opérés. Après, sûrement, on a des patients qui ont plus de risques à être opérés à travers la trabéculectomie, comme les patients qui ont une sclérite, une necrotizing scleritis, ou les patients qui ont une sclère très très fin. Et ici, il faut faire un peu attention parce qu'on a trouvé des sclères qui sont fins pendant notre mission, les plus de 150 cas qu'on a fait. Alors après, il faut savoir qu'il y a aussi des conditions qui, en fait, nous disent qu'il y a peu de chances que la trabéculectomie marche, comme avoir eu déjà des opérations, avoir une uvéite de base ou avoir une neovascularisation. En fait, il y a aussi des patients qui ont un taux de succès qui est plus bas. Il y a, par exemple, les patients qui ont fait un M6 avant, et ici beaucoup de gens ont fait un M6, ils ont une cicatrice sclérale, ils ont moins de chances que la trabéculectomie marche parce qu'il y a déjà des fibroblastes dans la sclère et au-dessus de la conjonctive qui sont présents et ils peuvent s'activer avec un nouveau geste chirurgical. Et alors, dans ce contexte-là, nous, on pense que la technique la plus adéquate pour un contexte de campagne de soins massifs de glaucome, c'est la sclérectomie pénétrante, la sclérectomie profonde pénétrante. Qu'est-ce qu'on peut faire à travers cette technique? En fait, on va créer, après les premières flaps, on va créer un deuxième flap
Et cette deuxième flappe nous permet d'avoir pas seulement la bulle sous-conjonctivale de résorption, mais ça nous permet d'avoir aussi la bulle intrasclérale où la résorption de l'humeur aqueuse a lieu grâce à de lymphatique qui viennent en fait qui viennent pousser dans la bulle intrasclérale. Donc on va créer un deuxième espace là qui va être comme un lac d'humeur aqueuse où toute la résorption de l'humeur aqueuse a lieu. Et après aussi, bien évidemment, c'est quand même une chirurgie qui va former une bulle de filtration. Donc on va créer un endroit de plus pour la filtration et surtout on va créer un espace entre les volets et entre la sclère. Et comme ça l'espace c'est plus grand et point de vue physique, c'est plus difficile d'avoir une cicatrisation à ce point-là parce que le volet n'est pas collé à la sclère, mais il y a un espace. Après, bien évidemment, vu qu'on a créé un trou qui est plus grand et on a créé un réservoir intrascléral, on peut avoir des hypotonies qui sont vraiment très très fortes. Et alors, la suture, dans ces cas-là, doit être une suture assez serrée. Et on va en fait mettre des points de suture qui sont 2 points de suture au coin, comme dans la trabéculectomie, mais après, on va mettre 3 points en croix sur chaque côté pour réduire la filtration, surtout dans la première période post-opératoire. Après, on va remplir l'œil de visqueux pour retenir la filtration sur tous les premiers jours. Après 2 ou 3 semaines, quand s'est formé une boule de filtration avec un petit kyste qui retient la filtration, on n'a plus de risque d'avoir une pression basse, d'hypotonie. En fait, après cette chirurgie, il faut donner sûrement un traitement avec des gouttes antibiotiques pour prévenir les infections, des gouttes avec des stéroïdes ou des anti-inflammatoires non stéroïdiennes pour prévenir, pour diminuer la cicatrisation. Et sûrement, il faut suivre les patients pour au moins le premier mois, toutes les semaines, pour voir qu'il n'y a pas de complications. Quelles sont les complications en fait de la trabéculectomie? On a beaucoup de complications. Ici, vous pouvez voir quelques photos. On a l'IFEMA, qui c'est du sang en chambre. On peut avoir une athalamie, quand on a une filtration qui marche trop. La chambre perd des volumes et l'iris peut venir se coller à la cornée. Et ça, c'est une indication pour revoir, pour faire une révision de la chirurgie ou au moins injecter à nouveau un visco en chambre. On peut avoir un décollement des choroïdes. Et on peut avoir aussi une bulle ischémique ou aussi une infection de la bulle, c'est la blébite. On peut l'avoir aussi des années après l'opération. Ici, vous voyez toutes les complications qu'on peut avoir après une trabéculectomie. Donc, la chirurgie de glaucome, elle donne beaucoup plus de chances que les gouttes quand la pression s'est élevée, mais c'est quand même lié à certaines complications qu'il faut regarder, il faut chercher, il faut gérer. Merci. Alors, moi, je vais continuer. En fait, Leandro a déjà bien introduit le concept de la sclérectomie profonde, puisqu'il vous a présenté la technique que nous avons appliquée à Douala ces derniers jours, qui est donc une sclérectomie pénétrante. Il faut savoir que la sclérectomie, au départ, quand elle a été introduite en 1994, eh bien, a été faite pour justement diminuer les complications de la trabéculectomie. Et là, j'ai quelques dias qui montrent les complications que vous venez de voir par Leandro. C'est vrai que quand on fait la trabéculectomie, même si on a fait une très jolie opération, on ne sait jamais ce qu'on aura comme pression le lendemain matin. Elle peut être à 0, elle peut être à 40. Tout dépend de la force que vous aurez mise sur vos sutures. Et puis, ça va dépendre de plein de choses, mais on n'aura pas forcément nos 10 mm de mercure comme on voudrait l'avoir. Et pour obtenir ces 10 mm de mercure, eh bien, nous avons imaginé créer une chirurgie où il y a une résistance qui soit toujours la même. Et c'est pour ça qu'on a développé la sclérectomie non pénétrante. Et vous avez ici, je ne sais pas si vous pouvez voir avec ma flèche, là c'est la découpe de la sclère, et on laisse une membrane, qui est la membrane qui est formée par le trabéculum et la membrane desmétique, qui aura une dimension toujours fixe de 1 mm sur 4, et donc on aura une résistance qui sera reproductible, et ainsi des pressions beaucoup plus régulières en post-opératoire, et donc beaucoup moins de complications. Et là, il y a eu pas mal d'articles publiés à l'époque, en
1994 et après, qui ont montré qu'avec la sclérectomie profonde non pénétrante, on avait quasiment presque pas de complications et des bons résultats. Mais c'est une technique qui est relativement sophistiquée, techniquement parlant, et donc elle n'a pas eu le succès planétaire qu'on aurait espéré, parce qu'elle est vraiment un peu difficile à réaliser, et si on ne creuse pas suffisamment, eh bien les pressions ne seront pas suffisamment basses, parce que la membrane sera trop épaisse, et donc l'eau ne pourra pas filtrer normalement. Et c'est pour ça qu'on a introduit le concept de sclérectomie pénétrante, c'est-à-dire là, parce qu'il n'y a pas le problème vraiment technique. Techniquement, ce n'est pas trop compliqué à faire. Vous voyez que si on la fait bien, la non pénétrante, on a des bons résultats, comme sur ce graphique, où on voit que même après 6 ans, 7 ans, on a des pressions autour de 10-11 en moyenne chez nos patients. Mais pour ça, il faut vraiment faire une bonne technique de dissection. Ça, c'est une autre étude qui montre également qu'après 5 ans, les pressions moyennes sont à 12, qui est une pression excellente pour un patient glaucomateux. Et là, nous avons une comparaison entre des résultats de trabéculectomie sur la droite et sclérectomie profonde sur la gauche, et où on voit qu'à 36 mois, eh bien, dans un collectif opéré par le même chirurgien, qu'on fasse une technique ou l'autre, on a les mêmes résultats de pression, mais avec beaucoup moins de complications dans la sclérectomie comparée avec la trabéculectomie. Là, je vais passer, parce qu'on n'a pas trop de temps, et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une chirurgie de sclérectomie profonde pénétrante, parce que c'est ce qu'on fait maintenant. Parce que le problème de la non-pénétrante, c'est qu'il faut suivre les patients de près. On doit leur faire une gonioponcture, c'est-à-dire qu'on doit perforer la membrane après, parce que la pression va gentiment remonter. Et pour éviter de perforer cette membrane avec un laser, parce qu'on n'apporte pas forcément un laser, eh bien, on va l'ouvrir directement lors de l'opération, et ça va éviter de devoir le faire en 2 coups. Donc là, on a fait une traction sur le muscle, sur la cornée, pour pouvoir exposer l'œil. Là, on va ouvrir la conjonctive au limbe pour avoir une bonne exposition à la sclère. On va également faire une cautérisation appropriée. Là, on a également mis de la mitomycine pour... non, là, je m'excuse. Là, on va déjà disséquer sous la ténon. La ténon, elle va nous rendre service pour fermer de façon étanche. Donc, il ne faut pas forcément l'enlever. La ténon, c'est une amie. Ce n'est pas une ennemie. Et ensuite, on va mettre sous la ténon, après avoir fait une cautérisation des vaisseaux, on va y introduire des éponges de mitomycine qui sont donc un médicament antifibrotique qui va permettre d'augmenter le succès de notre chirurgie. On va ensuite découper un volet scléral de 5 sur 5 mm avec un couteau de 15 degrés. Donc là, on a 5 mm vers l'arrière, 5 mm de largeur. On va découper environ 1/3 de l'épaisseur de la cornée, c'est-à-dire environ 300 microns. Nous avons été surpris qu'ici au Cameroun, les cornées sont beaucoup plus minces qu'en Europe, et donc c'est un peu plus compliqué à faire parce que c'est plus mince, et donc il reste moins de cornées après. Donc là, on a à peu près 300 microns, et on fait ce premier volet. On va aller en cornée, environ 1 mm, pour pouvoir accéder à une bonne dissection antérieure. On fait maintenant le deuxième volet qui fait environ 4 mm sur 5. On laisse un escalier de chaque côté pour que ce soit étanche sur les côtés et que l'humeur aqueuse en fait filtre vers l'arrière ici où on aura vraiment découpé jusqu'au bout. Là, vous voyez qu'on a exposé la choroïde pour connaître l'épaisseur maximale de la sclère et afin de pouvoir laisser le minimum de sclère sur la choroïde. Il y a parfois des petits prolapses comme vous voyez ici, mais ça, ce n'est pas un problème, ça va se réparer lorsqu'on va fermer. Là, on ouvre le canal de Schlemm. Ça, c'est le canal de Schlemm qui a été maintenant découpé et ouvert. On va ensuite disséquer le trabéculum antérieur jusqu'à la desmette en avant pour pouvoir ensuite ouvrir. Si on fait une chirurgie non pénétrante, on va s'arrêter là et on va donc refermer avec 2 points. Mais si on veut le rendre pénétrant, on va ouvrir cette membrane. À ce moment-là, on aura un prolapsus irien, comme vous avez vu tout à l'heure avec le docteur Leandro, et on va faire une iridectomie. Mais dans la chirurgie non pénétrante, on s'arrête là, comme vous le voyez, et on a notre fameuse membrane trabéculodesmétique qui est ici, donc trabéculum et la desmette devant. Et après, on va la perforer plus tard, au bout de 6 mois, 1 année, avec un laser, en utilisant un goniolens pour faire un trou dedans.
Là, on fait encore le pelage de l'endothélium du Schlem pour vraiment diminuer la résistance de la membrane. Ça, c'est l'endothélium du Schlem. Et puis, on va ensuite fermer avec 2 points de suture. Ça, c'est donc non pénétrant. Et comme vous l'avez vu avec Leandro, si on pénètre, on va mettre les 8 points de suture, 2 points dans l'angle comme ici. Là, on met un viscoélastique pour éviter que le volet superficiel se collapse sur le volet profond et ainsi pour garder vivant cet espace de filtration. On ferme ensuite la conjonctive avec un surjet. Là, c'est du Vicryl 8.0. Là, c'est pour vous montrer la pénétrante, mais je vais aller plus vite parce qu'on l'a déjà vu, mais on va juste aller au moment. Donc, c'est le même principe. Et là, on va donc pénétrer. On va faire l'iridectomie basale, découper le volet profond. Et là, on aura donc une sclérectomie. On aura quand même notre espace intrascléral, mais avec l'ouverture. Et puis, on va fermer. On va accélérer un peu le rythme. On va fermer notre volet avec nos fameux 8 points, c'est-à-dire les 2 points de l'angle et les 3 points en croix sur les côtés. Je ne vais pas trop perdre de temps sur certaines choses parce qu'elles ne sont pas vraiment importantes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec cette technique, en comparaison avec la trabéculectomie, on a simplement une bulle de filtration sous-conjonctivale et qui a ses risques, ses inconforts, ses risques d'infection ultérieure, son risque de fibrose. Et bien là, nous avons une bulle également sous-conjonctivale, mais surtout, on a une bulle en B ici, qui est une bulle intrasclérale. Et comme on laisse très peu de sclère sur la base ici, on aura un passage d'humeur aqueuse vers l'espace sous-choroïdien également. On le voit avec les ultrasons biomicroscopiques. Donc on aura ainsi 3 voies de résorption et donc 3 fois plus de chances que l'opération puisse fonctionner à long terme pour nos patients. Et ça pour vous montrer, on a fait des expérimentations sur des animaux. Là, c'était des lapins. On a fait des sclérectomies et on a coloré le trajet de l'humeur aqueuse avec du bleu de méthylène. Et là, vous voyez qu'avant l'opération, c'est tout en haut à gauche, vous avez le bleu qui remplit le corps ciliaire et le trabéculum et le canal de Schlem. Vous avez 1 mois après, on voit l'espace intrascléral qui est en bleu. Et puis, à 3 mois, on voit que l'espace intrascléral chez le lapin diminue, mais ça reste bleu. Et au bout de 9 mois, il n'y a plus vraiment l'espace, mais il y a quand même un espace qui est coloré en bleu avec des vaisseaux. Et ça montre qu'il s'est créé une bulle de filtration dans la sclère et non sous la conjonctive. Et là, c'est une bulle qui est beaucoup plus efficace et qui ne va pas se fibroser parce qu'il n'y a en principe pas trop de fibroblastes dans la sclère. Ça, ce sont des ultrasons qui montrent ces différents espaces, A sous-conjonctival, B intrascléral et C sous-choroïdien. Voilà, donc c'était le principe de la chirurgie de la sclérectomie profonde qui est vraiment un plus. Nous, on ne fait plus jamais de trabéculectomie depuis 30 ans dans mon service. On ne fait que des sclérectomies profondes, non pénétrantes lorsque nous avons des patients qui habitent pas trop loin et qui sont compliants et qui viennent régulièrement au suivi et on leur fait une gonioponcture au laser dès que la pression commence un peu à remonter et après se stabilise entre 10 et 12 pour de nombreuses années. Ma première patiente qui avait 60 ans quand je l'ai opérée il y a 30 ans est décédée l'année passée à 90 ans. Elle avait toujours une bulle de filtration diffuse, une pression à 10 avec seulement 1 goutte de Cosopte par jour. Donc ça peut vraiment aider. Cette patiente a pu garder sa vision pendant 30 ans. Elle est morte, elle pouvait voir encore. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde. Et puis si on a des patients pour lesquels on n'est pas certain qu'ils vont venir au suivi, et ça c'est évidemment plus fréquent ici au Cameroun qu'en Suisse, parce que les gens habitent loin, les gens n'ont pas forcément les moyens de venir au contrôle, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément les moyens financiers de venir, et bien là, on leur fait une sclérectomie perforante, qui aura légèrement plus de complications parce qu'on perfore quand même, donc il y aura moins de résistance, mais il y aura de très bons résultats avec des moyennes de pression autour de 10 après plusieurs années. On en a fait beaucoup au Congo, on en a fait en Côte d'Ivoire et au Sénégal, et chaque fois on a suivi nos patients
on a eu des bons résultats. Et on espère de tout cœur que les patients qui ont été opérés, les 153 patients qui ont été opérés dans les 4 derniers jours à Yaoundé, auront également un bon suivi avec des bons résultats. On l'espère pour eux de tout cœur. Et je vais passer maintenant la parole au Dr Bravetti. Dr Bravetti qui travaille à Genève maintenant, qui a travaillé 2 ans chez nous à Lausanne, 2 ans et demi, et qui a bien sûr appris à faire la sclérectomie profonde, mais qui va vous parler de techniques un peu moins invasives encore, qui sont les MIGS, donc les Minimally Invasive Glaucoma Surgeries. Alors, bonjour à tous. Ça marche? Pas trop. Je vais remettre comme était avant, peut-être c'est plus facile. Ok, là ça marche. Oui. Parfait. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à la Société Carbonaise d'Ophtalmologie. C'est un grand plaisir d'être là et un grand honneur. Et comme on disait, on va aborder un autre sujet maintenant. On va parler de la chirurgie mini-invasive dans le glaucome, quelque chose qu'on utilise quand même pas mal en Suisse. On va parler des différentes manufactures, mais moi, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer en vous montrant cet article publié dans l'American Academy qui montre que nous sommes capables de diagnostiquer de plus en plus de glaucome au cours des années, mais qu'en même temps, on fait de moins en moins de trabéculectomie. Et pourquoi on fait ça? Sûrement pas parce qu'il y a une grève des ophtalmos et des spécialistes du glaucome. On a déjà cité les années 60, moi je travaille en Suisse mais je suis italien et c'était l'époque de cette voiture-là que peut-être vous connaissez tous, la Fiat 500, une voiture qui était pas trop chère et sûrement efficace. Et dans les années 60, en même temps, a été développée aussi la trabéculectomie, une opération pour les glaucomes qui était sûrement efficace, relativement facile à faire et relativement pas chère, mais qui présente quand même des effets secondaires, des complications que nous avons vues tout à l'heure. Et qu'au cours de ces dernières 50 ans, elle n'a pas vraiment évolué, mais est restée de toute façon la même. Et du coup, dans le passé, on disait que notre arbre algorithme décisionnel pour la chirurgie du glaucome comprendait tout d'abord la chirurgie filtrante avec la trabéculectomie ou la sclérectomie profonde si vous habitez dans la Suisse francophone. Ensuite, la chirurgie par tube, Ahmed, Barfeld ou Molteno selon les préférences. Et enfin, les techniques de cyclodestruction. Mais du coup, on s'est posé la question en parlant de trabéculectomie et de sclérectomie profonde, est-ce qu'il faut ou il ne faut pas pénétrer? Mais peut-être maintenant, la question peut être différente. Est-ce que nous avons des meilleures options ou des options différentes à cet algorithme décisionnel que je viens de vous montrer? On connaît tout la chirurgie du glaucome idéale. Elle doit suivre la règle du 10. Elle doit durer 10 minutes, donc être relativement simple à effectuer. Il doit nous permettre d'arriver en pression autour de 10 mm de mercure. Elle doit durer pour 10 ans au plus et clairement avoir un taux relativement bas d'effets secondaires et complications. Et c'est dans cette idée-là que les MIGS, donc les Minimally Invasive Glaucoma Surgery, les chirurgies de glaucome minimum invasives, ils étaient inventés justement pour être les moins traumatiques possibles, avoir quand même une efficacité pour notre patient et une récupération rapide de la part de notre patient après la chirurgie. Donc, comme vous voyez sur ces schémas, nous avons actuellement différents types d'implants et de chirurgies disponibles dans cet panorama. Mais nous, on va se concentrer aujourd'hui tout d'abord sur les chirurgies angulaires, donc de l'angle, et ensuite les sous-conjonctivales.
Les MIGS, ils sont très à la mode actuellement. Comme vous le voyez, il y a plein de publications partout et si on cherche sur PubMed les différentes techniques, les différents implants, on retrouve énormément de publications ces derniers temps. On commence avec le Kaook Dual Blade. C'est un goniotome, donc une lame que nous on va introduire pour aller à arracher la trabéculum pathologique. Comme vous le voyez dans cette vidéo, on rentre en chambre antérieure, on traverse toute la chambre antérieure et avec l'aide d'une lentille gonioscopique, nous allons de l'autre côté, d'habitude à nasal, et on essaye d'arracher avec cette lame spéciale les trabéculums sur, si c'est possible, les 180 degrés à nasal et du coup avoir une meilleure filtration sans avec le bypass du trabéculum. Ici, vous voyez les résultats post-opératoires avec une OCT sur la zone où le Kaook Dual Blade a fait son effet. Et comme vous le voyez, c'est une chirurgie qui est efficace. Dans cet article, ils ont étudié l'efficacité de le Kaook Dual Blade non associée à la chirurgie de la cataracte, qui, comme on sait, il peut baisser la pression intraoculaire. Avec un taux de pression absolument intéressant et sans beaucoup de complications. À Lausanne, nous avons aussi étudié l'efficacité de cette méthode chez les patients qui ont glaucome réfractaire, avec une réduction de la pression autour de 18 mm de mercure et une bonne réduction de médicaments antiglaucomateux sur les longues périodes et avec un bon taux de succès. La deuxième chirurgie que je vais vous montrer, c'est la deep sclerotomy, donc la sclérotomie profonde. Ça, c'est une technique totalement suisse qui a été inventée en Suisse où, après la chirurgie de la cataracte, nous allons créer 6 poches sclérales au niveau du trabéculum, encore une fois pour aller à bypasser le trabéculum et augmenter la filtration. Donc, encore une fois, ici, nous sommes à la fin de la chirurgie de la cataracte, quand l'angle il est bien ouvert et bien exposé, avec une lentille, avec cette manipule spéciale qu'on peut attacher à notre machine phaco, on va performer cette petite poche sclérale au niveau de l'angle. Et celle-ci, comme vous le voyez sur l'OCT, c'est les résultats post-opératoires. Je vous montre cette étude intéressante effectuée en Suisse avec 6 ans de follow-up où les taux pressionnels étaient absolument intéressants et les taux de complications par contre négligeables avec la complication la principale, l'IFEMA post-opératoire pendant les premiers jours. La troisième technique est peut-être un des plus utilisés, en tout cas un des plus intéressants actuellement, c'est l'iStent. Vous les voyez, sont de petites stents, les plus petites qu'on utilise dans toute la médecine, que nous allons appliquer au niveau de l'angle irido-cornéenne pour bypasser le filtre de trabéculum et rentrer dans le canal de Schlemm. Nous avons différents types, avec les derniers deux, l'iStent Inject et l'iStent W, où on va injecter 2 implants différents au niveau du trabéculum. Ici, vous voyez la chirurgie. Donc, encore une fois, nous avons un gonioscope. On va chercher l'angle au niveau trabéculaire et on va injecter tout d'abord le premier implant que vous voyez ici et ensuite 2 cadrans horaires plus loin, le deuxième implant. Et ceci, c'est les résultats post-opératoires et on voit bien, s'ils sont bien positionnés, les implants à la gonioscopie. Je vous montre une étude que nous avons effectuée à Lausanne sur 12 mois avec un taux de réduction de la pression intraoculaire autour de 9% et un taux de réduction des médicaments antiglaucome de plus que 70%. Nous avons aussi étudié la position de ces implants et seulement s'ils sont bien positionnés, peuvent nous donner un bon taux pressionnel. Ensuite, nous savons que ces types d'implants, les iStent, ils vont ouvrir les canaux collecteurs après le canal de Schlemm. Donc ça, c'est leur objectif. Et ici, vous voyez une jolie image d'un œil rempli de fluorescéine avec les canaux collecteurs qui vont s'ouvrir en correspondance de iStent. Mais malheureusement, cette ouverture n'est pas aussi simple, n'est pas aussi prévisible comme montré pour Alex Wang ou aux États-Unis. Et la dernière technique des MIGS angulaires que je vais vous montrer, c'est l'HYDRUS. C'est le grand implant
que vous voyez ici, qui à différence des autres implants que je vais vous montrer tout à l'heure, il a un effet différent. On va le positionner à l'intérieur du canal de Schlemm pour essayer de l'ouvrir le plus possible et avoir du coup un meilleur fonctionnement du canal de Schlemm à cet endroit-là. Encore une fois, on est en vision gonioscopique. Cette technique, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'il faut faire une petite ouverture et après glisser tout cet implant, qui, comme vous l'avez vu, est assez grand, à l'intérieur du canal de Schlemm. Et ici, c'est les résultats post-opératoires avec l'OCT. Et du coup, tous ces mix, donc nous avons vu quelques études, nous avons vu quelques vidéos, mais est-ce qu'ils marchent vraiment? Pour savoir s'ils marchent vraiment, il faut faire des études de haute qualité, comme par exemple celle-ci, l'Horizon Study, où pour la première fois, ils ont étudié de façon prospective et multicentrique le hydrus associé à la cataracte, donc combiné avec la cataracte, versus la cataracte simple, qui, comme on sait, va aussi réduire un tout petit peu la pression intraoculaire. C'était une étude très large, avec plus que 550 patients. Et les résultats sont très intéressants parce qu'on voit une réduction de la pression intraoculaire dans les deux groupes, mais plus important dans les groupes où la phaco était associée à l'hydrus. La deuxième étude que j'aimerais vous montrer, c'est le Compare Study, la première étude où ils ont mis en comparaison deux mix différents. D'un côté, ils avaient des hydrus et de l'autre côté, l'iStent. Les deux cas non associés à la chirurgie de la cataracte. Là aussi, c'était une large cohorte, plus que 150 patients. Et c'est intéressant de voir que la réduction de la pression intraoculaire était assez similaire entre les deux groupes, sans une vraie différence statistiquement significative. Par contre, les taux de médicaments étaient plus réduits dans les groupes de hydrus, donc qu'ils semblent être plus efficaces, même si les deux sont efficaces et relativement sûrs. Donc, nous avons parlé de les mix angulaires. On va encore parler quelques mots sur les mix subconjonctivales, qui vont créer une boule subconjonctivale. La première, c'est le Xen Gel Stent. C'est un petit tuyau, un petit tube qui fait moins que 6 mm et 45 microns de lumen, qu'on va positionner au niveau de l'angle et sous-conjonctival, et son diamètre et sa longueur a été calculé grâce à la loi de Hagen-Poiseuil pour éviter à tout prix l'hypotonie post-opératoire. Ici, vous voyez comment on le positionne, 1 mm au niveau de la chambre antérieure. Après, on va traverser les trabéculums, les canaux de Schlemm, la sclère, pour avoir enfin une bulle sous-conjonctivale. On l'applique aussi avec de la mitomycine. Et ici, vous voyez l'intervention. Donc, on rentre en chambre antérieure, en visualisation directe sans gonioscope, et on va se positionner au niveau de l'angle avec l'injecteur, et petit à petit, on va injecter notre implant qui sera peu visible en dessous de la conjonctive. Donc à Lausanne, nous avons étudié les résultats de cet implant à une année avec un taux de réduction de la pression intraoculaire intéressant, avec une moyenne à 13 mm de mercure, et ensuite aussi à 2 ans avec une réduction de 20 à 14 mm de mercure, donc une réduction en total de presque 30% pour que ça concerne la pression intraoculaire. Aussi, la réduction des médicaments était très efficace, et les complications, très peu. La plus importante, c'était la présence de IFEMA dans les premiers 2-3 jours post-opératoires. Seuls moins que 10% des patients ils ont eu besoin d'une réopération. Par contre, avec le Xen, on a souvent besoin de needling. On arrive à plus que 45% de patients qui ont besoin pendant le follow-up d'une needling. On s'est demandé la question aussi si ça marche dans les glaucomes pseudosfoliatifs, parce que c'est quelque chose que nous avons énormément en Suisse. Et on a vu que les résultats sont exactement similaires. Vous voyez les deux courbes dans le glaucome à angle ouvert et dans le glaucome pseudosfoliatif qui sont assez similaires, comme aussi la réduction de la pression intraoculaire et de médicaments. Le dernier mix que je vais vous montrer, c'est le PreserFlow microshunt. Là aussi, vous voyez, c'est un tuyau très similaire à celui du Xen avec des mesures légèrement différentes, c'est un petit peu plus grand. Et la plus grosse différence, c'est qu'on le va appliquer ab externo. Donc, ce n'est pas à travers la chambre antérieure, mais on va ouvrir la conjonctive, créer une petite tunnel scléral après avoir mis la mitomycine, et
voilà, à 3 mm du limbe, et après on va l'injecter en chambre intérieure. Voilà, ici vous voyez la création de tunnel scléral. Je vais avancer un tout petit peu. Ensuite, avec une aiguille, on va rentrer en chambre intérieure, dans gauche. Et une fois qu'on a créé notre ouverture, on va positionner les petits tuyaux comme vous le voyez ici. Et là aussi, on va créer une bulle sous-conjonctivale. Et dans cette étude, c'était pour la première fois, ils ont mis en comparaison un mix avec la trabéculectomie. Et comme vous le voyez, les taux de réduction de la pression intraoculaire est très, très similaire. Mais la conclusion des auteurs, c'était que le suivi après un pressure flow était absolument plus facile qu'après la trabéculectomie, avec moins de taux de complications. Donc, en conclusion, avec tous ces chirurgies, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous montrer l'algorithme qu'on utilise sur le lac Léman, donc entre Lausanne et Genève ici, que j'ai appris de mes menteurs. Du coup, si on a un patient qui présente un glaucome débutant ou modéré, où on s'attend d'avoir des pressions autour de 15, ou de réduire les médicaments antiglaucomateuses, on peut lui offrir un mix angulaire, comme le KDB ou l'iStent et l'hydrus que nous avons vu tout à l'heure, et selon les résultats, probablement l'hydrus, c'est celui-là la plus indiquée. Ensuite, si nous avons par contre un glaucome modéré, où notre target, c'est une pression autour de 15, où on va aussi réduire le numéro de médicaments antiglaucomateuses, alors à ce moment, probablement, un mix angulaire n'est pas suffisant, et donc on va plutôt viser un mix sous-conjonctival, comme le XEN et le PreserFlow. Par contre, si nous avons un glaucome de modéré à sévère, où on s'attend d'une pression autour de 10-12 mm de mercure, alors dans ces cas, probablement, on a besoin d'une chirurgie filtrante comme la sclérotomie profonde ou la trabéculectomie. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention. Voilà, on va finir avec une dernière conférence sur les tubes. Et ça, c'est de la chirurgie pour des glaucomes beaucoup plus agressifs et avancés, où en général, une chirurgie classique n'a pas permis d'obtenir un résultat. Et donc, on va, dans ces cas-là, poser un tube dans le but de drainer l'humeur aqueuse dans l'orbite, qui est un espace où il y a beaucoup moins de cellules de fibroblastes. Donc, je vais vous présenter un peu le principe des tubes, et surtout d'un des tubes en particulier qui a des avantages par rapport à d'autres, parce que le premier tube, rappelez-vous que le principe du tube est un principe africain. Le tube a été inventé au Cap en Afrique du Sud il y a 40 ans par le professeur Molteno, et le tube de Molteno eh bien, était africain. Et le tube de Barfeld est également africain, puisque M. Barfeld est sud-africain, mais qu'il est parti habiter aux États-Unis, et que le tube de Barfeld était, tout le monde pense qu'il est américain, mais en fait non, il était inventé par un sud-africain aussi. Et donc la chirurgie des tubes est une chirurgie africaine, et on peut être fier de ce concept ici au Cameroun pour les glaucomes. Et pourquoi cet effet-là? Parce qu'en Afrique, les glaucomes sont très agressifs, et souvent les patients cicatrisent plus rapidement qu'en Europe ou aux États-Unis, et donc il a fallu trouver des solutions pour ces patients en particulier. Mais les tubes avaient pas mal de complications, et c'est parce qu'on avait souvent des hypotonies. Le tube était gros, l'humeur aqueuse filtrait trop, et donc il fallait mettre des sutures pour le ligaturer. C'était un peu compliqué, et c'est pour ça que nous avons à Lausanne, il y a maintenant plus de 10 ans, entamé des études pour trouver un nouveau système pour pouvoir régler le débit dans cette chirurgie des tubes. Et on l'appelait le iWatch, parce que c'est comme une montre suisse, ça permet de régler. Alors, je vais passer sur... tout d'abord, à guise d'introduction, vous parlez des autres tubes qui sont sur le marché aujourd'hui, et je dirais qu'il y a principalement le tube de Barfeld que vous voyez ici représenté ici, qui est un gros plateau, qui est donc le tube qui a suivi le Molteno, qui était beaucoup plus petit. Le Molteno, il faisait 150 mm² de surface, le plateau qui est derrière,
et le Barfeld va à 300. Donc on a un double surface qui va, plus votre surface sera grande, plus la bulle de filtration dans l'orbite sera grande et donc plus la pression sera basse. Et puis le tube qui a le plus de succès aujourd'hui, c'est le tube de Hamed que vous voyez à droite ici. Pourquoi a-t-il du succès? Parce qu'il est facile à poser et il a un petit système de restriction qui malheureusement ne fonctionne pas très bien parce qu'une fois que ça s'est ouvert, ça reste ouvert. Et on aura aussi des hypotonies. Donc, j'essaie de passer... Oui, je vais passer parce que ça, c'est donc les systèmes de ligature pour éviter l'hypotonie. Et puis là, c'est le système iWatch qui nous permet justement de bien réguler la filtration en post-opératoire avec comme un robinet qu'on peut ouvrir et fermer à la demande. Selon la pression du patient, on va pouvoir soit ouvrir si la pression est trop haute, soit refermer lorsque la pression est trop basse. On a ici donc le système iWatch qui est connecté à la chambre antérieure avec un petit tuyau, un petit tube. Alors ça, c'était aussi une première parce que les tuyaux des tubes sont très gros. Et donc, ils endommagent à long terme l'endothélium cornéen et on a 15% de décompensation de la cornée après la pose d'un tube classique. Là, on a créé un tube beaucoup plus petit et qui devrait, en théorie, protéger l'endothélium cornéen. Là, vous avez le système, où est-il? Ici. Ça, c'est le robinet, donc c'est le iWatch lui-même et on va voir en détail comment ça fonctionne, qui donc permet d'ouvrir et fermer. C'est relié à un autre tuyau qui va derrière et qui est relié à un plateau, comme le Barfeld ou le Hamed ou le Molteno. Donc le voici en plus grand. Donc la résistance qui va se faire grâce à l'iWatch, c'est le robinet. Le petit tube qui est plus petit et qui est rigide, donc il ne va pas toucher l'endothélium. Et donc ça va éviter les décompensations de la cornée. Et le plateau qui est moins large, on l'a dessiné différemment que le Barfeld. Il a la même surface, mais il va beaucoup plus loin, dans le but qu'il ne va pas sous les muscles, parce qu'avec les tubes de Barfeld, on a quand même parfois des strabismes induits, parce que l'œil va moins bien bouger à cause de la fibrose au niveau des muscles droits latéraux et droits supérieurs. Et donc là, on va réduire les diplopies avec ce tube. Voilà le principe de l'iWatch. Vous avez donc à l'intérieur de cet petit instrument qui fait 5 mm sur 5, donc c'est tout petit. À l'intérieur, vous avez une roue aimantée qui tourne grâce à un roulement à billes fait avec des rubis, tout petit. Et vous avez le tuyau qui va de la chambre antérieure, qui va tourner autour de la roue et ressortir derrière. Et cette roue, en fait, elle est excentrique. C'est-à-dire que lorsqu'on la tourne, on aura un bout plus large ici par rapport à ici. Et donc, lorsqu'on va tourner le bout large vers le tuyau, ça va écraser le petit tuyau de silicone et va le fermer. Et on pourra donc régler de complètement fermé à complètement ouvert. Ça, ce sont les plateaux, les comparaisons des différents plateaux. On en a déjà parlé. Je vais directement vous montrer comment fonctionne, comment se fait l'opération. Et là, vous avez une vidéo. La conjonctive s'ouvre plutôt vers l'arrière, ce qui est agréable pour le patient parce qu'il n'y a pas de suture à la fin sur la cornée. Donc, ces sutures postérieures sont quasiment indolores. Là, on a placé le plateau dans l'orbite. En général, on prend le cadran temporal supérieur ici et on laisse 15 mm entre le limbe et le plateau qu'on va fixer avec 2 sutures de Prolène 7.0. Et donc, ça, c'est en arrière des muscles, évidemment. On va ensuite placer notre petite maison, comme on l'appelle. C'est pour dessiner, en fait, l'emplacement du iWatch. On va ensuite enlever un peu de sclère, un peu comme une sclérectomie profonde. On va enlever 500 microns de sclère, parce que ça fait à peu près la moitié de la cornée, enfin de la sclère, pardon, pour pouvoir insérer le iWatch sans qu'il y ait une bosse ensuite qui soit formée sur l'œil du patient. Donc là, on va ensuite mettre un maintenant de champ pour avoir une pression qui soit toujours maintenue lors de la perforation. Là, l'aiguille va pénétrer la chambre antérieure et ça sera le trajet de l'iWatch qui va ensuite être inséré par ce trajet et va donc épouser la forme du lit scléral que nous avons découpé tout à l'heure.
On va le fixer avec 2 sutures de nylon 10-0 ou de prolène 9-0, qui est plus solide. Ainsi, le iWatch ne va pas bouger, sera bien placé. On va ensuite le fermer, là il est ouvert, il est sur 0, il est ouvert. On va le fermer parce qu'au début il y a beaucoup de filtration, donc on va le fermer. On va faire une rotation et qu'on tourne, c'est un aimant. En le tournant, eh bien, le iWatch se met sur 6. 6, c'est complètement fermé. Et après, au fur et à mesure de l'évolution, dans le premier mois, en général, on passe progressivement à chaque visite, on va ouvrir un peu plus, on passera de 6 à 0, et ensuite, le patient n'a plus besoin d'être contrôlé. Là, on va connecter le petit tube et le plateau à la partie arrière de l'iWatch. On va le recouvrir avec une greffe de péricarde ici, on peut prendre de la sclère de donneur également, et on va refermer la conjonctive. Donc voici le principe, et là vous avez un petit stylo que nous utilisons en post-opératoire pour pouvoir justement régler le iWatch. Le petit stylo, il y a un petit, comme une boussole ici qui va nous donner l'emplacement du iWatch, est-il ouvert, fermé, et on a donc une graduation de 0 à 6, 0 étant ouvert, 6 fermé. Et on va ensuite utiliser l'autre côté du stylo où il y a l'aimant pour pouvoir manipuler l'aimant qui est à l'intérieur et donc régler l'ouverture. Et voici comment ce que l'on fait. Donc là, c'est totalement ouvert à 0, pardon. Ici, on tourne, eh bien, on va le fermer. Et là, il est à 5,5. Et on pourra ainsi de suite le rouvrir, le mettre sur n'importe quelle position selon le besoin. Là, on a mis sur 2. Et là, vous avez le patient qui est implanté. On va faire regarder le patient en bas et en nasal pour exposer le cadran temporal supérieur et ainsi pouvoir régler l'ouverture du système. Voilà, là on mesure, et ensuite on va tourner et on va remesurer pour voir où on est. Là on va l'ouvrir, là on l'ouvre parce qu'on est dans les sens contraires de l'aiguille d'une montre et on va remesurer. Voilà, ça ce sont les résultats cliniques de nos... On a posé le premier tube en 2015, donc ça fait 9 ans. Et au bout de 9 ans, nos résultats à 4 ans montrent des pressions à 10 mm de mercure. Donc, c'était que des patients qui avaient des glaucomes qu'on appelle réfractaires, qui avaient eu une chirurgie classique, mais qui n'a pas fonctionné. Et là, on pose le système de drainage orbitaire. Et vous voyez que dans ces glaucomes où la pression préopératoire était à 26, eh bien, on a une pression stabilisée à 10 mm de mercure après 4 ans. Et maintenant, on a un suivi qui est plus long et la pression reste bien stabilisée au bout de 9 ans. Ça, ce sont le nombre de médicaments qui ont été pris par les patients avant, environ 3 médicaments par œil, et après on a moins d'un médicament, avec le tube de Barfeld un peu plus, donc ça marche même mieux qu'un tube de Barfeld. Ça vous montre un UBM d'un tube de Barfeld. On voit que c'est un gros tube et qui est mobile, donc il peut toucher l'endothélium. Il est flexible et un diamètre de 0,63 mm avec 13% de décompensation de la cornée. Et là, le iWatch, qui est un tube qui est rigide, qui a un diamètre de 0,48 et qui a une perte de cellules endothéliales de 5%, qui est la même que ce que nous avons après une chirurgie de la cataracte. Donc, c'est plutôt rassurant de se dire qu'on est beaucoup moins traumatisant pour la cornée. Voilà, le temps passe très vite et donc je m'arrête là. Vous avez eu... en une demi-heure, un peu plus qu'une demi-heure, toutes les différentes techniques et les solutions que l'on peut apporter pour cette maladie extrêmement cécitante qu'est le glaucome. Je dirais que le traitement médical doit être réservé aux patients qui ont un bon suivi et qui ont des moyens financiers parce que ça coûte cher. Le traitement chirurgical, il doit être le traitement de première intention dans le glaucome parce qu'il est beaucoup moins cher que le traitement médical. Et avec les techniques qu'on a aujourd'hui, il n'est pas si dangereux que ça. Je ne sais pas si, professeur Ebalé, avons-nous le temps pour des questions? Oui, professeur André Mermoud, nous prendrons quelques questions parce que ce n'est pas tout le temps qu'on va rencontrer la personne qui a développé il y a 30 ans la sclérotomie profonde.
c'est en fait le professeur André Mermout, et il aime bien le dire, j'ai développé il y a 30 ans la technique de sclérotomie profonde. Ce n'est pas tout le temps que vous allez le rencontrer, je pense qu'il faut en profiter, poser-lui des questions sur le outcome, poser-lui des questions sur la technique ou sur les techniques. Nous prendrons donc quelques questions de ce côté. Est-ce qu'il y a des questions? Thank you for your presentation. My question goes thus: with the X sutures that you put on the sides of the flap, do you ever have the need to take them out, or do they always stay in place? Shall I answer in English? I think everybody understands English. So those suture, the cross suture we're putting on the penetrating deep sclerectomy, we don't tie them too much, because if you tie them, you will close too much, and you may make a collapse of your superficial flap over the deep sclera. So they're not tight, and we have a little leak everywhere. So in my experience, I never had to do a needling actually for those two, because they're not totally watertight. That's why you don't need to do needlings usually. And even if the flap closes, you have your intrascleral bleb which will function, and then the pressure may remain low because you have the intrascleral bleb, and you have your subchoroidal flow, which occurs also in most of the patients. So even if your subconjunctival bleb fails, you still have the two other mechanisms which may reduce the pressure. Still we have failures. I mean, there is no operation with 100% success. We have about 5% of failure, and in those cases of failure, we can try to do a needling, but usually it doesn't function, and we usually go and reoperate and reopen the flap. That's basically what we do. And if the second time it fails again, then we are proposing a tube surgery. Professeur Henri Koumbé avait une question. Thank you, Professor, for this groundbreaking discovery. I just wish to find out would you have any idea what long-term success is in patients of African descent? What patient? The long-term success rate in patients of African descent, in Africans. Yeah, success rate in Africans. Now, I don't know, like for the tubes, you mean for the deep sclerectomy or for what? Sclerectomy. Yeah, deep sclerectomy. We have done a few studies. Actually, one was done in Congo about 10 years ago by Dr. Kalala in Kinshasa, and he had a very good result. Very few patients had to take back any treatment, but the follow-up was not very long, in the sense that, that's the problem in Africa. To get longer follow-up is always difficult because patients are not always coming for follow-up visits. We had also a study done in Ivory Coast and in Mauritania last year. I would say the short and medium-term success was very good. The long-term success is much more difficult to say, but I can tell you about the Swiss. We also are treating African patients in Switzerland because they are living in Switzerland, or they are traveling to Switzerland for their surgery, and even the one traveling, usually they come back for follow-up also, and so we have, I would say, a good success rate, about 80 to 90% success rate with African patients. I'm very surprised to see that we have been telling for a very long time that the African skin and African conjunctiva will scar more rapidly. But it's not always true. I mean, I have a lot of African, even young African patients that I'm following, and they have beautiful blebs, and they keep their very functional bleb for long periods. Professor Kamini?
Merci professeur. Quelle est votre expérience sur les glaucomes congénitaux chez les enfants? Ça, c'est une très très bonne question parce que c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants avec les glaucomes congénitaux? Et quand j'ai commencé les sclérectomies, je n'ai pas osé les faire parce qu'on faisait tout le temps la gonioponcture. Et chez un petit bébé, on ne peut pas faire une gonioponcture au laser, on ne peut pas tenir un bébé au laser. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire justement la sclérectomie perforante. Et puis on l'a faite chez les enfants, déjà à partir de 1995. Et puis on était surpris de voir les bons résultats. Ces enfants n'avaient pas de bulle de filtration, mais avaient des pressions contrôlées. Et là, on a eu un succès de l'ordre de 70% chez ces enfants. Donc, ce qui est un succès énorme. Parce que si on fait une trabéculectomie chez un petit enfant, le succès est très faible. Et donc, ça nous a encouragés à faire la chirurgie de sclérectomie profonde pénétrante également chez l'adulte après. C'est grâce aux enfants. Et aujourd'hui, c'est ma technique de choix chez les petits-enfants, c'est de faire une sclérectomie pénétrante avec un grand volet. Je fais même des volets de 6 mm pour offrir une grande bulle de filtration intrasclérale, parce qu'il n'y a que cette bulle qui va fonctionner. La bulle sous-conjonctivale ne fonctionne en général jamais. Voilà, merci encore pour ce premier mot. Je voulais savoir qu'est-ce qui détermine le fait que vous utilisez la mitomycine, parce que je me suis rendu compte que vous n'utilisez pas de manière systématique la mitomycine. Alors, la mitomycine, c'est un problème de fourniture. En Suisse, nous l'avons tout le temps. Et nous l'utilisons, je dirais, dans quasiment 100% de nos opérations. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'utiliser tout le temps, parce que là, ça fait maintenant 2 ans que je travaille au Sénégal, où nous n'avons pas de mitomycine, et je vous avoue que les résultats sont très, très bons quand même. Donc, la mitomycine, oui, je pense que c'est bien, parce qu'il était montré par des études scientifiques il y a 30 ans en arrière qu'elles augmentaient le succès, mais elle n'est pas indispensable, on a de très bons résultats sans. Donc, je ne pense pas qu'il faut trop vous soucier de ça. À mon avis, on peut s'en passer. Il y a madame au 3e rang qui a une question. Ou bien il y a madame ici, excusez-moi, je n'ai pas vu. 2 dernières questions. I'm from the Big Hospital. I wish to know if the penetrating sclerotomy is effective for vascular glaucoma. She is asking if deep sclerotomy is efficient in neovascular glaucoma. Maybe you can answer. Okay. Well, deep sclerectomy in neovascular glaucoma is not very efficient like trabeculectomy. Our choice is to put a tube in those cases in association with anti-VEGF injection and with laser photocoagulation of the retina. We have to avoid the reason of the neovascularization. That was the last question on this side. I don't know. Vous voulez poser la question? Yes, the last question, please. Okay, thank you. Can we repeat deep sclerotomy if the first fails? One. And second is, you told us mixed with Second question is if we can repeat the deep sclerectomy with a nice stent? Or what? No, deep sclerotomy if it repeated. Yes. First one failed. Yeah, if you can repeat a deep sclerectomy. You can. Yes. And the second one, please. And the second one is mix plus iStent. Okay. The second one. Yes. My question here is, if it failed,
when do we use glaucoma drainage devices? If all the is that the last option to do the glaucoma drainage device? If sclerotomy fail, if I have a MIG implantation, iStent fail, and then what? Okay, if a deep sclerectomy fail, our choice is always to evaluate the conjunctiva, because if the conjunctiva is not avascular and is well, we can do a revision, a surgical revision of the deep sclerectomy. You have to open your flap and you have to dissect the tissue until the iridectomy. After you can put your stitches on the sclera. If the conjunctiva is avascular, it's difficult, or if you can see the flap, a very thin flap through the conjunctiva, it's very difficult to perform a surgical revision. In those cases, we put a tube in the supratemporal quadrant, because the supratemporal quadrant is virgin, because your deep sclerectomy is at 12 hours. We evaluate the conjunctiva status. And the second question? I don't remember the second question, because the microphone was not regular. You were asking for iStent? I asked for the minimal invasive glaucoma surgery, and where we put the Where we put the iStent? Okay, thank you very much for the question. So most or all of those angular MIGs that I show, we try to perform it in the nasal quadrant. Why? There is the only reason why we do it, it's because we operate in temporal, so the access in temporal is much easier to use, so this is the reason why then we have to cross the anterior chamber, and we have the nasal quadrant that it's free to use and easy to access. And we are lucky because the collector channels are more represented in the nasal quadrant, and so it's better to do this in the nasal quadrant. Bien, nous sommes à la fin de notre conférence sur le glaucome et la chirurgie du glaucome. Nous allons laisser la place à l'étape suivante. Nous allons vous demander d'acclamer les orateurs.